Akan voit, lui, le jour à Rouen, en Seine-Maritime, le 15 avril 1992, mais il n'est pas né, lui non plus, sous les meilleurs auspices. Sa maman, qui n'a que 17 ans, est addicte à l'héroïne. Et dans ces conditions, elle peine à élever son enfant. Le nourrisson est donc très vite placé en pouponnière. Mais à 1 an, après plusieurs tentatives d'enlèvement par sa propre mère, l'institution décide de l'envoyer en famille d'accueil. Et contre toute attente, c'est la maman d'Akan qui choisit cette famille. Il s'agit d'un couple qui vit avec ses 3 enfants biologiques et 2 autres enfants placés. Un joli cocon, a priori, qui semble être un nouvel espoir pour Akan. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Dès son arrivée, ceux qu'il appelle désormais tonton et tata se sont mis à le maltraiter. L'enfant est battu, privé de nourriture. Il est également sans cesse humilié, insulté à cause de sa couleur de peau. Pourtant, le jeune garçon ne se rend pas tout de suite compte que cela n'est pas normal. Il s'estime, lui, chanceux d'avoir un toit au-dessus de sa tête et de pouvoir aller à l'école. Personne n'est donc informé de la situation et Akan grandit ainsi durant de longues années. Avant de recevoir Akan en direct sur ce plateau dans un instant, retour sur son enfance brisée. Nous sommes à Rouen. C'est ici qu'est né Akan, le 15 avril 1992. Et il vient au monde dans un environnement particulier. Sa maman, tout juste âgée de 17 ans, est dépendante à l'héroïne. Pourtant, elle tente tant bien que mal d'élever son nouveau-né et elle est soutenue par un centre d'action sociale. Mais les mois passent et la jeune femme se sent malgré tout incapable d'assumer son enfant. Si bien que le 1er septembre, Akan, alors âgé de 5 mois, est placé en pouponnière à Mont-Saint-Aignan. Sa mère obtient tout de même des droits de visite et à plusieurs reprises, elle tente d'enlever son propre fils. Le 24 avril, alors que le bambin vient de souffler sa première bougie, la jeune mère craque à nouveau. Elle kidnappe l'enfant et le garde plusieurs semaines auprès d'elle, avant qu'il ne soit retrouvé dans un hôtel. Pour éviter que de tels actes se reproduisent, la pouponnière propose alors son placement en famille d'accueil. Mais là encore, la maman impose ses conditions. Elle souhaite que son fils soit placé dans une famille qu'elle connaît bien. Le 21 octobre 1993, Akan rejoint donc un tout nouveau domicile familial dans la banlieue rouennaise. Le couple qui l'accueille vit avec ses 3 enfants naturels et 2 autres enfants placés. Pour Akan, cela semble être un espoir d'obtenir enfin la vie équilibrée qu'il mérite. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Très vite, ceux qu'il appelle désormais tonton et tata vont le maltraiter. Akan subirait de nombreuses violences. Il serait souvent frappé à coups de martinet, battu à coups de poing et de pied. Ses parents d'adoption n'hésitent pas non plus à le ligoter pendant plusieurs heures sur une chaise ou le priver de nourriture. Et quand le garçon est autorisé à se nourrir, c'est souvent aux côtés des chiens de sa famille. Et ce n'est pas tout. Akan subirait également des violences verbales. Métis, il serait très souvent attaqué sur sa couleur de peau. Sa famille d'accueil parle d'ailleurs de lui comme du petit bougnoul de la famille. Et il ferait beaucoup de différence entre leurs enfants biologiques et ceux qu'ils accueillent. Pourtant, Akan ne se rend pas forcément compte que ce qu'il subit n'est pas normal. Il est reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de sa tête et de pouvoir aller à l'école. Parfois, il part même en vacances et il se sent donc redevable. En dehors de la maison, personne n'est informé de sa situation. Et celle-ci va perdurer pendant de nombreuses années. Malgré ce climat de terreur, Akan tente comme il peut de se construire. Et ce foyer est désormais son seul repère. Car à 8 ans, il apprend que sa mère biologique est désormais décédée. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Akan.
Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes né le 15 avril 1992 à Rouen. Votre maman avait 17 ans quand vous êtes né. Elle était accro à la cocaïne. Ouais, à quelques stupéfiants. Ouais. Entre autres. Elle a tenté de vous élever quand même. Elle a fait des efforts pour essayer de vous élever. Elle n'a pas réussi. Elle a essayé, mais je pense qu'il y avait beaucoup de problématiques qui étaient déjà liées à son passé pour pouvoir s'occuper de moi. Et c'est pour ça que dans le livre, on l'explique bien. Et elle vient me voler dans les institutions et puis elle me redépose quand elle peut plus. Et voilà, après... Elle vous a volé 3 fois, hein, c'est ça? Elle vous a repris 3 fois? Exactement. Et en fait, du coup, les institutions ont décidé de vous mettre dans une famille d'adoption? Et pour votre bien, a ça n'a priori. pas été leur choix. Alors, ma mère a été placée dans la famille d'accueil en question. Et en fait... Quand elle ne me remettait pas à la pouponnière ou autre, elle m'emmenait directement dans cette famille d'accueil où elle-même avait été placée. Donc officieusement, j'y étais à 3 mois. Officiellement, j'y étais à 1 an et demi. Quand vous allez vous retrouver dans cette famille d'adoption, vous avez des souvenirs de ça ou pas? Dans la famille d'accueil, ouais. Petit, quelques-uns. Ça a été assez difficile de un peu reconstruire toute cette histoire. Parce que vous êtes très jeune quand même. Ouais, oui, 1 an et demi. Bah oui. Donc ça a été difficile. C'est un peu plus après, quand j'étais en maternelle, à l'école. Là, c'est revenu. Et puis l'enquête qu'on a faite et puis tout ce travail d'écrit a permis de retracer un petit peu l'histoire. C'est revenu, mais difficilement. C'est quoi votre souvenir le plus ancien dans cette famille? Bonne question. À la maternelle, quand j'étais tout petit, il m'avait offert une montre Pikachu quand j'étais en Espagne en vacances. Et j'avais adoré cette montre. Et elle remonte il y a très 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 longtemps. J'étais à la maternelle. C'est donc un souvenir positif? Oui, c'est ça. Alors il y a eu des faits de maltraitance, mais il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, la maltraitance, vous allez la comprendre que plus tard, au fond, parce que pendant longtemps, vous croyez que c'est comme ça que sont élevés tous les enfants? Petit, oui. Je me suis dit qu'en fait, mon quotidien, il était normal. Donc, voilà. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vraiment. Mais, j'y arrivais pas à mettre des mots dessus. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert ça. Mais quand je voyais les copains à l'école, au collège, pour moi, c'était normal. Et puis, en plus, ils venaient me chercher à l'école. Donc, ça paraissait à une famille tout à fait lambda pour un enfant, quoi. Cette maltraitance, c'est des privations de nourriture? Il y a eu de ça. Certaines fois, il n'y avait pas le droit de manger parce qu'on avait fait des bêtises, ou alors il y avait des lignes à copier parce qu'on n'avait pas respecté quelque chose. Qui c'est on? On était plusieurs enfants qui étaient placés. Vous étiez 4. 2 plus 1, c'est ça? Enfin, il y avait 2 enfants à eux, plus 2 enfants adoptés, et vous? Alors, pas adoptés, on était 4 enfants. Il y avait un agrément pour 4 enfants quotidiens. Pardon, j'ai plus les mots. Et il y avait une de ces filles qui était là, mais il y avait, elle avait 6 enfants en tout. Mais vous étiez tous soumis aux mêmes règles? Non, justement, il y avait des différences qui étaient faites entre les petits-enfants de la famille d'accueil et puis nous, les enfants placés. Et même dans les enfants placés, il y avait des différences aussi qui étaient faites. Vous, les maltraitances que vous viviez, c'était quoi? Régulièrement, quand ils n'étaient pas d'accord ou autre, on était punis au coin. Alors pour s'imaginer, c'est les mains sur la tête, une jambe en l'air. C'était aller faire les champs en Espagne. On était utilisé pour ça. C'était enfermé dans sa chambre, enfermé à la cave, enfermé à l'extérieur. Voilà, c'était régulièrement, c'était comme ça. C'était des petits coups de couteau à table quand on ne se tenait pas droit, les mains comme ça, ce genre. Des coups de couteau où? Alors pas des coups de couteau comme on pourrait s'imaginer. Sur les mains, par exemple, vous avez des petits coups de couteau sur les mains? Et en fait, ils justifiaient ça par une éducation un peu à l'ancienne de ce qu'il aurait pu avoir dans les années auparavant. Donc pour nous, en fait, on s'imaginait que c'était normal et que voilà, c'est ce qui aurait permis d'être éduqué plutôt positivement. En tout cas, c'est cette image-là que j'avais avant. On parlait dans le reportage de nourriture avec les chiens, par exemple. Il vous arrivait de manger avec les chiens? Non, alors c'était pas ça exactement. Ça avait été une menace qui avait été donnée de si on dénonçait ce qui se passait dans la famille d'accueil, on serait renvoyé dans une autre famille d'accueil ou dans un foyer, et là on serait amené à manger avec les animaux. Vous avez été ligoté parfois? Une fois, ouais. Une fois parce que j'avais pris un morceau de pain dans la cuisine que je voulais aller manger dans ma chambre discrètement, et en fait ils m'ont vu et du coup j'ai été attrapé et on m'a mis en bout de table, main dans le dos, en expliquant que j'étais un voleur. Et ce jour-là en plus il y avait des invités et donc voilà, j'étais... Et on vous attache les mains dans ce cas-là? Exactement, c'était ça. Donc j'avais les mains attachées dans le dos. Et vous, à ce moment-là, vous disiez quoi? Que vous méritiez au fond ces punitions? En tant qu'enfant, à cette période-là, ouais, j'avais 2 positions. L'idée qu'ils m'avaient récupéré par rapport à ma mère
Et donc je leur devais ça et je devais ça à ma mère d'être justement quelqu'un de fort. La famille d'accueil avait perdu leur fils qui était décédé, donc en fait j'étais le petit homme à la maison. Donc à chaque fois que je faisais une bêtise, je me suis dit mais pourquoi tu leur fais ça, pourquoi tu leur fais vivre ça? Et voilà, donc je me dis que c'était Vous en de ma vouliez, faute. en fait. Ouais, vraiment. Vous vous sentiez coupable? Bah oui, quand même, parce que on t'explique que voilà, tu fais des bêtises, tu fais des conneries, donc je me dis bah je le mérite, donc voilà, j'acceptais. C'était De toute façon, c'était impossible de dire non. À 8 ans, ouais. on a du mal à dire non, de toute C'est ça. façon, à des adultes. Hein. Vous n'aviez pas beaucoup de choix. Vous êtes victime de racisme aussi? C'est ça, vous l'avez vu, je suis pas que bronzé par le soleil. Ouais, enfin, vous n'êtes pas non plus super bronzé non plus. Mais... Ouais. Non, mais voilà, en fait, dans la famille, il y a quelques origines qui sont arrivées par ma mère et par ma grand-mère. Et il y avait une insulte qui était bougnoule. Donc, ça avait été difficile parce que je m'appelle Akan. Et en fait, c'était compliqué de porter tout ça quand au sein de la famille d'accueil qui est censée justement nous faire grandir, de se faire insulter. Voilà, par rapport à sa couleur de peau, par rapport à qui on est. Non. Mais vous vous sentiez différent? Ils m'ont fait sentir différent. Ils m'ont fait sentir. Mais du coup, par rapport aux rencontres que j'ai pu faire en extérieur aux autres gens, je me suis dit, bah non, en fait, je suis comme tout le monde, je suis un être humain. Et la couleur de peau, bah, on s'en fout un peu, quoi. Oui, de toute façon. Mais vous étiez plusieurs enfants. Vous parliez entre vous de ces maltraitances? Non. Non, justement, c'est une question, ça. Des fois, je me la pose en me disant, mais pourquoi, à un moment donné, on ne l'a pas exprimé? Il y a un autre jeune qui avait dénoncé des choses à son maître à l'école. Et les services sociaux ont été informés. Ça a fait un tout petit peu bouger les choses parce qu'on a été interrogé. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis rappelé en lisant mon dossier et en l'écrit dans le livre, c'est que j'ai été briefé avant ce rendez-vous en question. Et moi, j'étais dans cette idée de défendre cette famille et qu'elle était légitime de faire ce qu'elle faisait. Donc, le jour où j'ai été interrogé, j'ai dit qu'il ne se passait rien et que tout allait bien, quoi. Et à l'école non plus, vous n'en parlez pas? Non, jamais. Moi, j'étais dans une école en plus qui bougeait. Ce qui me surprend toujours, en fait, c'est que, et c'est pas un reproche, hein, mais c'est vraiment pour comprendre, c'est à partir du moment où vous trouvez que c'est normal, en fait, pourquoi vous le cachez? Parce qu'une chose normale, on en parle. Je suis assez d'accord. Mais en fait, comme à l'intérieur de moi, j'avais un petit truc où je sentais que ça n'allait pas. Au fond de vous, vous sentiez quand même que c'était pas tout à fait normal. Il y avait un petit truc à l'intérieur, mais je le gardais en moi. Mais voilà, pas exprimé vers l'extérieur. Et on avait ce discours à la maison qui était, si vous parlez au service social, on m'expliquait par exemple, là dans le livre, on parle des écrits des professionnels qui m'ont suivi par la suite, mais la famille d'accueil expliquait, non, on ne dit rien aux services sociaux parce que justement, ils vont te faire du mal, ils vont nous faire du mal. Donc, fallait pas aller vers l'extérieur. Pour moi, l'extérieur, c'était des gens, en tant qu'enfant, qui étaient méchants. Donc, je pouvais pas me permettre d'aller parler, parce que sinon, j'aurais fait du mal. Et vous voyez un peu le cercle vicieux qui est mis en place. Quand vous repensez à ces années-là, la chose la plus dure pour vous, c'est quoi? C'est quand on vous traitait de bougnoule, c'est le mot que vous avez employé. C'est le seul moment où vous avez baissé la voix, en fait. C'était la chose la plus dure? Non, à cette période-là, et c'est là où j'ai évolué et que j'ai changé, mais c'était la maladie de Tata. Elle est tombée malade, elle a perdu son mari. Tata, c'est la femme qui vous héberge. C'est l'agrément, c'est ça. Ouais. Et pour moi, quand j'étais enfant, adolescent, c'était ça qui était vraiment difficile. Plus dur que la violence que vous receviez. Parce que je la voyais qui partait, qui potentiellement pouvait mourir du jour au lendemain, donc ça avait été une période douloureuse. Et puis je l'ai accompagnée dans sa maladie. Je lui changeais ses poches. Mais ça veut dire que Tata qui vous faisait pas que du bien non plus. Bah, mais vous l'aimiez quand même? Je l'aimais quand même, ouais. Mais celle qui me faisait beaucoup de choses qui sont voilà, difficiles, c'était surtout ses filles. Elle en a fait, elle, et ça, voilà, il faut le dire, et il faut avancer avec ça, mais ses filles aussi. Donc, il y a un double aspect. Je comprends ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ces violences-là, et puis aujourd'hui, bah, j'en parle, parce que j'ai fait du chemin. Mais ces filles m'ont fait aussi subir beaucoup de choses. Alors, puisque vous comprenez aujourd'hui, pourquoi ces violences? Eh ben, plusieurs choses. Je pense que cette famille d'accueil-là, en effet, a été élevée un peu avec une éducation à l'ancienne et qu'eux-mêmes, on leur a transmis des choses qu'ils ont répétées. Et je pense que les filles qui ont dû partager toute leur vie, leur mère et leur père, avec des jeunes qui ont été placés, a dû être compliqué. Leur place, justement, d'avoir leurs parents qui étaient partagés. Et je pense qu'il y avait des choses aussi entre elles qui ont dû se jouer et qu'à un moment donné, il y a eu des positions qu'ils ont voulu prendre dans la famille. Parce que quand, par exemple, Tata était malade, c'est les filles qui se chargeaient de l'éducation, qui se chargeaient du quotidien. Donc, voilà. J'ai presque l'impression que vous les comprenez.
Pour avancer, il a fallu que je comprenne. Pas simplement de dire, bah voilà, ce qui s'est passé, ça va pas, c'est pas bien. Non, non, il a fallu vraiment que je comprenne pour avancer et me décaler de cette histoire. Mais comprendre, c'est pardonner? Ah, ça, je pense que c'est à chacun de... Pour vous, Pour moi, oui. Il a fallu avancer, me dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, si il s'est passé ça, j'ai essayé de vraiment voir pourquoi ça s'est passé. J'ai eu des discussions avec ces personnes à un moment donné. Elles vous répondent quoi quand vous leur parlez des violences? Il y en a une qui me l'a dit, oui, j'ai eu des comportements totalement inadaptés et j'ai eu une place que je voulais pas avoir et qui s'est expliquée. D'autres qui sont dans le déni total de ce que je dis, c'est faux et que je dois mon éducation à ce qu'ils m'ont apporté. Donc ouais, j'ai eu plusieurs... Il faut leur dire merci, ouais, c'est ça? C'est presque Parce que ça. c'est celui que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à elle en fait. C'est ça, ouais. Et vous leur dites merci? Je les remercie, mais... je les remercie parce qu'au final, si j'en suis aujourd'hui, il y a une part où c'est grâce à eux, il y a eu des bonnes choses. Et je sais aujourd'hui ce que c'est la maltraitance et je peux en comprendre, en tout cas à mon égard. Voilà. Alors je pose la question autrement, est-ce que vous avez de la haine contre elle? Non, 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 non. Pas du tout. Il y a une période, j'étais très en colère. J'ai eu des colères qui sont... Je le sentais, ça bouillonnait à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, je me suis dit, si je veux vraiment avancer et puis voilà, me sentir libéré, il fallait comprendre, il fallait travailler sur cette histoire et puis se décaler. Et surtout aujourd'hui dans mon métier, je me rends compte justement de ce chemin et puis ce métier-là, cette formation m'a appris aussi à prendre beaucoup de recul. Aujourd'hui, vous faites quoi? Je suis éducateur spécialisé. Voilà. C'est pas mal, hein. La boucle est bouclée, non? Ouais, bah c'est... Alors, je le fais pas. Alors, il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais est-ce que tu fais ça pour... tu fais un transfert, donc ton histoire rejaillit sur ce que t'accompagnes. Moi, je suis pas du tout là-dedans. J'ai vraiment voulu acquérir des compétences. Non. Non, je pense pas. Ou alors, faudrait aller chercher au fin fond de mon cerveau, mais... La psy, docteur en psy, Stéphanie Germani, c'est par hasard, non? Non, c'est jamais c'est pas possible. Il n'y a pas de hasard dans l'inconscient, comme disait Freud, justement parce que vous avez été sensibilisé par votre histoire, où l'enfance a été importante, où justement la question de l'éducation, comment transmettre en donnant les bons outils, ça a été quelque chose qui a été important, ça a résonné chez vous parce que vous avez eu cette histoire. Donc forcément, on ne devient pas éducateur, avocat, psychologue, journaliste pour rien. C'est toujours relié dans une dialectique parfois consciente, mais parfois aussi inconsciente. On essaie de comprendre et d'aller à la recherche de quelque chose qui est toujours ancien, caché, voire camouflé. Hein. C'est un peu évident en plus chez vous, non? Bah non, j'entends carrément. Alors je vais tricher un peu. Dans l'idée, moi, si je suis arrivé en tant qu'éducateur spécialisé, c'était par rapport au BAFA. J'ai une éducatrice qui m'a fait passer ce brevet d'aptitude. Et en fait, voilà, j'ai voulu, avec les jeunes, dans le conscient, apporter beaucoup plus que simplement de l'animation traditionnelle et aller un peu plus loin. Donc, éduquer. Voilà. Comment? Éduquer, donc. Ouais, apporter des valeurs, les aider à grandir. C'est un peu ça. Il n'y a pas de haine contre personne dans cette famille? Non, vraiment pas. Il y a du pardon? Voilà. Aujourd'hui, voilà, moi, je peux leur dire que je comprends et puis... Il n'y a pas de volonté de porter plainte, par exemple? Non. Je me suis posé la question à une période, vraiment. Je me suis dit, par rapport à tout ça, est-ce que je devrais pas le faire? Mais je me suis dit, si t'en comprends les choses et que toi tu veux vraiment avancer sur ta propre histoire et ton propre parcours, faut t'en détacher. Donc voilà, je voulais tourner la page. Ces gens, ils doivent pas être punis pour le mal qu'ils vous ont fait, qu'ils ont fait à d'autres aussi, peut-être? Bah, la famille d'accueil en question, les deux, cette fameuse tata, elle est décédée. Oui, mais il y avait les enfants. Il y avait les enfants. Mais non, je préfère que aujourd'hui ils réfléchissent à tout ça et peut-être qu'un jour ils reviendront en m'envoyant un petit message pour me dire voilà, ce que j'ai fait, c'était pas normal, mais voilà. C'est étonnant quand même. Non? Je pense que ça pourrait l'être, mais en tout cas, moi j'ai... Vous vivez bien avec ça? Ouais. Maître Florence Roas, il aurait pu porter plainte? Oui, alors, juste moi, ce qu'il raconte me fait penser à des choses. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, je ne pense pas que ça puisse se passer, ça. Parce qu'il y a eu des lois qui ont apporté, par exemple, un contrôle. Le placement, il dure 2 ans. Le placement, il dure 2 ans. Il est supervisé par le juge des enfants. C'est quand même très, très encadré. Il y a des éducateurs qui font des rapports. Alors, je ne sais pas, vous dites, vous êtes éducateur spécialisé, mais dans le cadre comme ça, de l'enfance en danger ou pas du tout?
Eh ben oui. D'accord. Et c'est un hasard. Hein. En fait, ça a absolument aucun lien. Hein. Vraiment, hasard Non, total. mais en plus, c'est une copine qui m'a fait rentrer là où je travaille, qui a parlé de moi. Donc c'est vraiment du hasard. Donc vous savez qu'aujourd'hui, ce serait quelque chose qui serait C'est compliqué. totalement différent. Alors, c'est différent. pas encore assez, je trouve. On manque quand même de moyens en protection de l'enfance. Hein. Faut pas le nier. Hein. Il y a des situations qui sont quand même dramatiques et il y a peu de place. Les professionnels manquent clairement de moyens et de soutien. Mais sinon, oui, ça a quand même évolué. On évolue lentement. Ouais, en tout cas, c'est passionnant parce que là, on a juste survolé tout ce qui vous est arrivé. Il vous est arrivé beaucoup de choses. Et puis, c'est un vrai combat pour être celui que vous êtes aujourd'hui, qui est très souriant, qui aime la vie, visiblement. Et qui a fait la paix avec son passé. Exactement. Vous avez retracé votre destin hors du commun dans ce livre qui s'appelle Enfant mal placé et c'est paru aux éditions Max Milo. C'est ça. Merci beaucoup, Hakan. Merci beaucoup. Merci d'être venu en direct sur ce plateau.